Bonjour, la France a chaud. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement, la France connaît la chaleur depuis quelques jours, quelques minutes après 14 heures. Mardi, on a dépassé les 28 degrés à Paris. La canicule déjà, les orages encore. La météo ne l'a pas encore révélé. La France a chaud. Chaque mère, chaque père a les aisselles transpirantes quand il pense à ce qui s'est passé en 2003, quand il pense à cet été meurtrier pour le troisième âge. Un été pourtant si beau, si chaud. Bon pour le tourisme, qui s'est terminé en cauchemar sanitaire et politique. Oui, la France a chaud et nous avons chaud. Et c'est un fait qu'il faut déjà que nous acceptions, je crois. Parce qu'on voit bien qu'il débouche sur des envies folles de climatiseurs pas chers, de voyages dans le nord ou dans l'hémisphère sud, où c'est encore l'hiver. Et comme c'est difficile de ne pas céder à la tentation quand on imagine les 35 à 40 degrés en journée et les 30 degrés la nuit. C'est d'ailleurs pour éviter toute cette chaleur aux habitants des villes qu'on multiplie les îlots de fraîcheur, les verdissements de trottoirs, qu'on en fait sortir les voitures. La France a chaud parce que les printemps plus chauds que la normale se sont multipliés d'une manière épouvantable. Il y en a eu 3 au-dessus de la normale saisonnière depuis l'an 2000, mais c'est la première fois qu'un printemps est aussi humide. 20% de pluviométrie de plus en 2018. Oui, la France a chaud parce que comme il y a 15 ans, elle ne comprend pas, ou elle commence à comprendre seulement les alertes du GIEC, qui sont de plus en plus alarmistes année après année, sommet après sommet, alors que certains lobbyistes, politiciens à la retraite ou hélas encore en activité scientifique hors de leur champ de compétences, ont tenté de dire que le réchauffement climatique était une invention. Hélas, celui-ci se confirme, coup de chaud après coup de chaud. Salut, ça va? Hein? Comment vous allez sinon? Hein? Bon, je ne sais pas si vous aurez tous saisi l'allusion, il s'agissait bien sûr d'une parodie réactualisée du soliloque de Roger Giquel en 1976, si je ne me trompe pas, où il parlait de l'affaire Patrick Henry, et il avait dit « La France a peur ». Voilà, pour dire qu'il ne fallait pas céder à la tentation de la vengeance personnelle, mais qu'il fallait laisser faire la justice. Merci, merci, bonjour à tous. Alors oui, je ne vois plus le chat là parce que j'avais changé mon petit setup, donc salut Tavman, salut Nibal, salut... Je vois mal le chat là, si voilà. Merci pour le visuel, la régie, n'est-ce pas? Un plaisir. Voilà, salut, merci pour l'incroyable petite crevette. Salut Astra Media, petit lutin. Voilà, j'espère que vous allez bien. Il fait effectivement assez chaud là. On est au début d'une période où on va crever de chaud, en tout cas à Paris. Voilà, donc. Et en même temps, t'as chaud, mais tu es venu en vélo, donc forcément, t'as encore plus chaud. J'allais le dire, mais tu sais qu'en fait, il y a du vent quand on roule à vélo, et je préfère le vélo que crever de chaud dans un bus ou dans un métro. Petit témoignage personnel, il y a aussi du vent quand on est posé en terrasse pour déjeuner. Ah, très bien, très Voilà, bien. n'est-ce pas Dorian? Eh ben, je suis content pour toi alors. Approuve. Bon alors, je remercie quand même alors Axkick qui a fait un sub il y a 1 heure de ça maintenant. Donc merci à lui, soyez sympa comme Axkick, pensez à subber. Donc j'espère que vous allez bien et surtout que vous allez mieux que le Parti Socialiste. Et attends, avant de parler du Parti Socialiste, oui, autant rester dans les grandes hauteurs. Grand merci à Julien Pagnac qui nous a fait un host. Merci, également. oui, j'avais oublié. J'avais oublié. Il faut jamais oublier Julien Pagnac. Explique un peu le host. Bah, le host, c'est que il était en live et il a décidé à la fin de son live de d'héberger notre live sur sa chaîne, de façon à ce que son public puisse découvrir Acropolis. On lui souhaite évidemment la bienvenue à son Et public. oui, et c'est sympa, on espère que son public va apprécier. Public de qualité pour streamers de qualité finalement. Complètement, là, les streamers de qualité ensemble, une seule chaîne pour les lier tous. Et dans la politique, les lier. Et dans la politique, les lier. Bien, j'espère que donc vous allez bien et surtout que vous allez mieux que le PS qui vient d'envoyer un mail bien triste. Une newsletter que beaucoup de gens ont reçue hier, si j'en crois les réactions sur les réseaux sociaux dans mes timelines politiques. Un mail vraiment Last Dance, Last Chance, hein, qui s'intitule Vous nous avez aimé un jour, nous aimez-vous toujours? Alors on pourrait croire que c'est un mail RGPD pour mettre à jour son inscription, mais pas du tout. C'est un mail pour rattraper tous les inscrits à toutes leurs mailing lists diverses. En fait, si vous êtes inscrit pour participer à un événement, inscrit à participer à un meeting, enfin, dès que vous vous avez donné votre adresse mail au Parti Socialiste. Donc c'est pour nous inviter à participer à la ruche, hein, qui est en fait peu active. J'en avais parlé au sujet de l'Europe, et aussi à nous inviter à un grand événement, Europe Together, hein, consacré aux enjeux écologiques, avec comme intervenant majeur le
président du gouvernement espagnol, c'est-à-dire le Premier ministre, Pedro Sánchez. Il y aura aussi Anne Hidalgo, maire de Paris, et bien sûr le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Et si ça vous dit, si vous êtes dans ce coin-là à Paris, c'est le 29 juin, le vendredi 29 juin à 18 h, au Cirque d'Hiver, un haut lieu des rassemblements socialistes. Et je ne ferai pas de jeu de mots avec le cirque, parce qu'il y a tellement de partis qui sont allés dans ce bâtiment qui est très pratique pour les meetings, que je ne ferai pas de blague sur le cirque, le PS. Ce serait trop facile, je vous laisse le faire dans le chat si vous êtes d'humeur à tout ça en fait. Oh, joli Charles Maurice. Avec cette température, il va galérer Pedro Sanchez. Pas mal, pas mal. Habile. 3 sur 5. 3 sur 5. Bien, eh bien on va passer au sommaire, parce que ça c'était... on va pas passer plus de temps sur le Parti Socialiste. Donc au sommaire, hein, quelque chose que je vous promets depuis la première émission, c'est on va parler de l'argent des partis. D'où vient-il, quelles sont ses origines et ses réseaux. Ensuite, il y aura la chronique média de Dorian, qui est toujours là pour l'instant sur le canapé. Vous le voyez peut-être en filigrane là. Voilà, il fait coucou. Salut Dorian. Il est en pleine préparation physique là. Voilà, il fait des pompes pour être nickel tout à l'heure. Ensuite, eh bien, nous avons une invitée qui s'appelle Isabelle Ivos, qui est du Parti Animaliste. Ça me paraissait rigolo de voir une militante d'un parti à la fois peu connu, neuf, et qui en même temps a rencontré un succès relativement bon succès plutôt aux dernières élections. Et donc c'est invité, c'est Isabelle Ivos. Elle n'est pas encore là, elle arrivera prochainement dans nos studios. Et donc je vous demande de lui faire le meilleur accueil et de fourbir vos meilleures questions pour les lui poser tout à l'heure à 15 h 30 quand elle me rejoindra devant la caméra. Après donc que je vous ai parlé de l'argent des partis, que vous ayez entendu et réagi à la chronique média de Dorian. C'est une nouvelle chronique, hein, on teste des formats. Dorian s'est porté volontaire pour faire cette chronique et parler des médias, il en dira plus que moi tout à l'heure. Et enfin donc je vous présenterai le Parti Animaliste, sa courte histoire, la défense des droits animaux en France, et enfin donc Isabelle Ivos qui sera à côté de moi pour parler d'elle et du Parti Animaliste. Voilà, et donc bah c'est parti. Ah, l'hymne coréen, oui Zoldru, alors écoute, Zoldru, te voilà. Non, je ne suis pas d'accord. En plus, j'ai été l'écouter l'hymne coréen. Est-ce qu'on peut dire qui est Zoldru? On peut tout à fait dire qui est Zoldru. Zoldru, je suis sûr que c'est Raphaël. C'est son pseudo sur Twitter aussi. Donc, et il a fait croire que j'allais chanter l'hymne coréen, sud-coréen à l'émission. Je suis allé l'écouter. Et c'est pas possible, enfin, je ne parle pas le coréen, je ne lis pas non plus, et en plus la mélodie il n'y en a pas, hein, c'est un truc symphonique. Je veux dire, j'ai pas trouvé de mélodie, donc je peux même pas pouvoir la humumer, hein. Si seulement, merci Perceval, si seulement c'était Oppa Gangnam Style, j'aurais pu au moins la chanter en yaourt, mais là vraiment non. Fais au moins la chorégraphie sinon. Voilà. Et ce sera clippé, j'en suis sûr. Évidemment. Évidemment. Tant que j'ai l'air absolument ridicule. Mais ça fera de la pub pour ce beau pays qui est l'Ouzbékistan, où je ne suis absolument même pas allé. Voilà, et l'hymne de nos campagnes pour l'Auvergnat Relou. Non, je suis pas trop trio. Peut-être que j'ai encore à me faire des ennemis. Ici, déjà que j'ai dit la semaine dernière que j'aimais pas trop Camelot. Et alors trio, bah. Camelot, oh. Camelot, oh là. Oh. Terrible. Terrible. Ah mon dieu. Bon, je vais me faire tège. Eh bah salut, c'était ma dernière émission. Ciao. Ah là là. Bon, alors, hein, alors bon, en fait, comme l'actu des partis commence à se tasser, hein, c'est normal, l'été arrive, ça vous aura pas échappé. Eh bien, c'est bientôt les vacances, hein, la vie politique va se figer en juillet et août et ne revenir que fin août avec les universités d'été, les journées d'été, etc., des différents partis. Alors, donc, je fais une parenthèse, il y a quand même une session extraordinaire au Parlement. J'allais y venir. Ah ouais, je voulais justement dire que cette session, c'était l'activité parlementaire. Et qu'en fait ça ne concernerait pas la vie des partis, même si, mais effectivement par contre dans les sièges des partis les gens sont déjà en vacances, c'est au ralenti, il n'y a plus de, enfin voilà, il n'y a plus que le chef du parti qui bosse, et puis les députés, enfin qui bossent, ça après ça dépend des groupes parlementaires, hein, mais tout cela ne me regarde pas, ces gens pour le Parlement, hein. Moi c'est à peine si je regarde les questions, hein.
c'est entre nous, hein. Et donc, alors, tout ça pour dire que donc, je vais vous parler du financement des partis, puisque comme ça c'est hors actualité, et que si vous avez des envies ou des idées de sujets pour les émissions jusqu'au 14 juillet, la dernière est le 12 juillet, vous n'hésitez pas à vous proposer, et comme ça, on verra, enfin, je verrai si je peux les traiter, si c'est faisable, si j'ai le temps. J'ai déjà une idée pour une prochaine émission, mais n'hésitez pas sur des sujets un peu hors actualité. Si vous avez une envie, une question, bah, j'essaie d'y répondre. Et comme ça, on peut faire les émissions. Ah super, merci déjà le clip. Et je sais pas si Usul va me juger, mais bon, je sais pas, on est sous son radar à Usul, je crois, non? Mais il est partout dans les villes, dans les campagnes, donc... Ah oui, d'accord. Non, mais bon, quand on a 10 000 euros sur Tipeee, je crois qu'on s'en fout un peu de tout ça, hein. Ouh, ça balance. Non, mais il a le droit. Surtout que c'est 10 000 euros par épisode, il fait plus d'épisodes depuis pas mal de temps. Oh, bah. Non, non, c'est bien. Non, les 10 000 euros par épisode, c'est bien sur sa rubrique Mediapart. Non. Ah bah si, c'est comme ça que c'est renommé sur Tipeee, non? Non. Ah bon? Non. Bah écoute, il a changé le nom hein, sur Tipeee. Non. Ça s'appelle bien machin chose là, non? Ouvrez les guillemets. Non, non. C'est pas ouvrez les guillemets? Non. Sûr que non. D'accord, ah bah ok, je confonds. Excusez-moi. Ok, allez-y. Mais d'accord, bon, fact-checking en direct. Ici, c'est priorité au direct. Donc, alors... C'est mes chers contemporains sur Tipeee. C'est mes chers contemporains. Ah, il en a pas fait depuis au moins 2 ans. D'accord, d'accord. J'avais oublié que c'était comme ça que ça s'appelait. Enfin, oui, je confondais les noms. Très bien. Bon, alors donc. Cette désinformation, moi, ça m'énerve. Complètement, mais moi je suis dans la fake news totale, tout le temps. Surtout si c'est pour dénigrer. Donc, on a 30 minutes pour parler de l'argent des partis. Ça va ruisseler les enfants, hein. D'où vient l'argent des partis? Donc, je vais prendre les sources de financement une par une. Yeah, ça tombe. Donc on va prendre les financements du parti une par une, hein. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que jusqu'en 88, il n'existait pas de loi fixant de règles de financement pour les partis. Donc c'est pas qu'il y a eu des abus, hein. On pouvait se faire financer par une entreprise. Tout cet argent là, on ne voit plus. Et donc il y a des lois qui ont été faites à partir du 11 mars 1988. C'est la première loi sur le financement des partis pour l'encadrer. Après c'est précisé par loi du 15 janvier 90, puis du 19 janvier 1995 et enfin du 11 avril 2003 et les lois de confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017. Vous pouvez ranger vos cahiers. Et surtout, un des éléments principaux de cet encadrement des finances de partis politiques, c'est le plafonnement des dépenses électorales, tout simplement. Ouais, bah oui, la régie a vraiment la classe. Qu'est-ce qu'on peut pas faire avec un petit fond vert quand même, hein? Ça c'est bien. Alors, je rappelle que tout le matériel vidéo ludique est proposé par l'animateur de cette émission. Je n'y suis pour rien. Presque. Oh, Julien Pagnac qui nous a donné 50... Attends, si, non, je sais pas. Si, 50 bits. Merci Julien. C'est pourquoi il n'y a pas d'alerte? Il n'y a pas d'alerte, mais je l'ai vu sur le chat, c'est pour ça. Alors ça ruisselle, ça y est, c'est le trickling down là. Et alors je ne sais pas à quoi fait allusion Thinkerview, parce que... ils font ça Thinkerview? J'ai pas assez regardé de leur interview, j'ai vu qu'il y avait une polémique sur eux, mais j'ai pas compris. Dorian nous dit non à la régie. Mais... D'accord. Bon, non, c'est pas comme Thinkerview. Alors, donc, d'où vient l'argent des partis? Parce que les partis, c'est bien gentil, ils ont besoin d'argent. Donc, alors, premièrement, vous n'hésitez pas... Ah, merci Julien, l'alerte est à 100 bits et pas à 50. Eh ben, t'es gentil, tu nous donnes 100 bits maintenant. Parce que sinon, on n'a pas d'alerte et ça casse tout, quoi. Oui, je confirme, c'est bien 100. C'est bien 100, d'accord. Bon, eh ben... tant pis. Donc, l'adhésion, d'abord, c'est la première source de financement qui vient en tête. Donc ça c'est le point commun à tous les partis et à toutes les associations, puisque les partis sont des associations un peu spéciales, mais c'est quand même une association. Et donc cette adhésion elle est librement fixée par les partis eux-mêmes, et on en a beaucoup parlé à la fois avec les adhérents et puis au fur et à mesure de ces émissions, que ça a été d'ailleurs remis en cause par des partis, puisque la France Insoumise et la République En Marche ne voulaient pas... Oh là là, merci Perceval, 100 bits, et puis ça ruisselle dans mes oreilles, merci beaucoup. Ah, voilà un doux son à entendre. Donc ces adhésions sont fixées par les partis, et des partis comme En Marche et la France Insoumise ont renoncé à ces adhésions et comptent donc sur deux autres sources de financement, les dons et
et les reversements d'élus. Et là, ça me fait permettre de faire une habile transition sur ces deux autres sources de financement. Salut Camille, salut, tu as raté, non, tu n'as pas raté grand chose en fait, tu as deux clips à regarder plus haut qui te donneront pas forcément beaucoup d'informations, qui vont juste me ridiculiser un tout petit peu. Et voilà, tu n'as pas raté non plus un effet spécial d'anthologie qui devrait arriver quasiment tout de suite. Là, Sur des petits problèmes techniques. Ah oui. Terrible. Hein. Et voilà, ça casse mon effet. Merci la régie. Voilà. Plaisir. Oh oui. Donc Camille, tu as raté cet effet spécial, mais qu'on te remet rien que pour toi. Et aussi une petite pique au Parti Socialiste qui a envoyé un mail très triste qui s'intitulait Vous nous avez aimé une fois, nous aimez-vous toujours, qui est vraiment type de du mail d'un ex relou ou de ce que j'ai dit, la last dance, la chance, c'est la dernière danse de la soirée, c'est le moment ou jamais. Donc maintenant que j'ai parlé de l'adhésion rapidement, on va parler des dons parce que là, et du reversement d'élus parce que c'est un peu plus complexe. D'où vient cet argent des partis? Donc vous pouvez faire un don au parti, en sachant que c'est limité à 7500 € par an. Et que vous pouvez en donner à plusieurs, mais que par contre c'est limité dons et cotisations versées au parti et groupement politique, ce qui inclut y compris les micro-partis, c'est plafonné à 15 000 € par an et par foyer fiscal. Donc vous ne pouvez pas non plus filer 50 000 € à différents partis. Voilà, ça a été mis en place pour éviter justement le multidon à des partis qui en fait après se refilent l'argent entre eux, notamment via la pratique des micro-partis qui permettait d'abuser bien. Par contre, vous pouvez faire don à plusieurs candidats et ceux-là ne peuvent pas dépasser 4 600 € par élection. Donc voilà, c'est-à-dire qu'au moment d'une élection, mettons présidentielle, qui se déroule en avril-mai, vous pouvez faire un don au parti en décembre et vous pouvez faire ensuite don à ce même parti en janvier et vous pouvez aussi faire un don de 4 600 € à la candidature et donc vous avez donné presque 20 000 € de dons. Et de manière tout à fait légale. Bon, évidemment, il faut avoir les 20 000 €. Sachant que... Faites des dons. Donc vous avez... Oh, merci Charles Maurice, qui nous dit donc qu'un jour un contenu politique ne caricaturera pas le libéralisme, mais pas aujourd'hui. Stop avec le ruissellement. Désolé, la blague était trop facile. C'est vrai que c'est un peu éculé cette blague sur le ruissellement, d'autant que je crois que ça n'a même pas été fait par... Enfin, on dit que Macron veut faire du ruissellement, mais lui-même ne l'a jamais dit. Donc bon, ça fait partie des choses comme ça qui sont presque automatiques. Excuse-nous, c'était une blague, on ne le refera plus. Mais merci pour ton don et tes 5 €, ça fait plaisir, on espère qu'ils vont ruisseler. Ah merde, pardon. Et donc, comme quelqu'un l'a signalé en commentaire, donc Tavman, merci, c'est bien, ces dons sont bien déductibles des impôts et à hauteur de 66% s'il vous plaît. Mais par contre dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Donc vous pouvez pas non plus ne plus payer d'impôts. Voilà, ça ne peut pas aller à 20%, à plus de 20% des revenus imposables. Le reste après c'est à perte. Hein, donc si on peut ne plus payer d'impôts en fait. C'est 20% de ton revenu imposable. Non, ça en fait non, c'est-à-dire que tu es imposé sur tant de revenus, on enlève 20%. Oui. Et on t'impose sur ces 80% qui restent. On calcule ton impôt sur les 80% qui restent. C'est ça, exactement. Et si ton impôt sur les 80% qui restent, tu passes en dessous. Ah, exactement, tu peux devenir non imposable. Voilà, c'est ça que je veux dire. Exactement. Donc ça peut te permettre de passer en dessous. Exactement. Mais bon, il faut avoir beaucoup d'argent ou des revenus spécifiques qui permettent de faire cette petite magouille. C'est des cas particuliers. Il suffit de vendre de la drogue, hein, c'est pas compliqué. Pardon, oui, je m'égare. Tu peux avoir un contrôle fiscal qui vérifie d'où viennent ces 20 000 balles que tu as filées au parti en 2 mois quand même. Bah, alors que tu ne touches que le RSA. Si c'est en billets, il n'y a pas de problème. Ouais, mais on va quand même te demander d'où vient l'argent, je crois. Et donc cette réduction d'impôt nous rappelle que l'État paie en fait en large partie le fonctionnement des partis. La démocratie, ça coûte cher parce que, y compris les cotisations sont considérées comme des dons en fait, et elles aussi sont déductibles à 66%. C'est pour ça que en fait même les micro-partis se font classer par la CNCFP comme parti politique, pour en fait avoir droit à ce don, puisqu'il n'y a pas de condition, hein. C'est pas comme les ONG qui doivent remplir un dossier pour être considérés comme d'intérêt commun et avoir la dilution fiscale de 33 ou 66. Les partis, c'est automatique. Donc c'est pour ça qu'on avait parlé quand il y avait le Sarcoton. Et ben en fait le Sarcoton, les millions d'euros versés à l'UMP à l'époque pour rembourser l'élection qui n'avait pas été remboursée, avait été donc assurée en grande partie
par l'État français, donc nos impôts finalement, qui avaient permis de rembourser une campagne qui n'avait pas pu être validée. C'est pas beau? Bon, bah voilà, hein, c'est la démocratie, on y participe tous en fait. Question de Oufu. Pourquoi c'est Oui. déductible? L'État nous incite donc à faire des dons. Oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est le même principe que pour le don aux ONG. Alors après, on peut en discuter, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il faudrait que ce soit uniquement des impôts et que si tu veux faire un don, l'État n'a pas à te récompenser en quelque sorte, mais disons qu'on va dire que cette déductibilité des dons aux ONG ou aux partis, c'est comme si tu choisissais ton impôt en fait. C'est comme, toute proportion gardée, comme si tu décidais à quelle école ou à quelle route allait ton impôt. Voilà. Donc en fait là tu décides de faire don de 100 euros à un parti, mettons le Parti Socialiste, et l'État t'en rembourse 66. Donc ça ne te coûtera que 33 euros, ou 34, je sais plus exactement comment. Enfin 66,6 quoi. Et donc en fait c'est pour inciter en fait à faire des dons aux associations. Et merci Nibal 01 pour cette. Il y a un dialogue entre donneurs là de 5 euros en 5 euros. N'hésitez pas à répondre à Nibal en donnant 5 euros pour défendre Emmanuel Macron. Je sais qu'il y en a dans le chat. On rappelle que les dons à Acropolis ne sont pas déductibles de nos impôts. Exactement, j'allais y venir, on est désolé, on n'est Pour pas le moment, encore en tout compté comme d'intérêt commun, donc ce n'est pas déductible ni à 33 ni à 66, mais à 0%. Et en plus, je crois que comme c'est Amazon, et ben ça va directement en Irlande. Et Alors, puis, non, pour le coup, les dons ne sont pas chez Amazon du coup. D'accord, d'accord. Par contre, je t'invite à lire le message de Nibal01, parce que quand on fait un don, votre message est lu par le streamer, n'est-ce pas? Bien sûr, pardon, alors un jour, non, pardon, parce que Macron le libéral vend ses réformes comme un ruissellement des richesses, avec un R majuscule à ruissellement et à richesse. Voilà, donc ça c'est une interprétation du discours d'Emmanuel Macron, mais c'est vrai que même s'il ne l'a jamais dit, on peut estimer que la pratique et les décisions qu'il prend laissent penser que le ruissellement est quelque chose à laquelle il croit, même s'il ne l'a jamais dit. Voilà, comme ça là je suis sur mes deux pieds et j'ai dit du bien de tout le monde. Et donc, question de Oufu, Acropolis n'est pas une ONG. Non, je t'invite à regarder la dernière émission Inside Acropolis dans laquelle on en avait parlé. Voilà. On en reparlera sans doute dans les prochains Inside pour reclarifier la situation parce que ça va changer. Oui, il y a du nouveau. Mais voilà. Vas-y, parle un peu. No spoil. Alors je peux dire que il est actuellement en train de boire un café, le bon Adrien. La fin, un an de l'eau, pardon. Fact check, c'est de l'eau, s'il te plaît. Soyons précis. Oui, bah de l'eau, du café, c'est de l'eau. Un peu coloré, quoi. Ouais, j'ai un médecin du travail qui m'avait dit ça une fois, j'avais un peu douté de ses compétences. Il m'a dit, vous buvez combien par jour? Je dis, bah, je sais pas, vous comptez le café? Oui, on compte tout. D'accord. Comptez la bière aussi? Oui, c'est ça, bah, il mettait des jus d'orange, les jus de fruits, la bière, le café, tout ensemble. D'accord. Mais il se chronométrait pour ses visites médicales et il était content de passer sur les 5 minutes. C'est dire son sérieux. Classe. Oui, et voilà, je pense qu'il aurait compté, comme dit Hoffman, l'eau avec un peu de pastis dedans, parce que la Nice, c'est plein de vitamines. Absolument, et puis c'est des produits du terroir. Exactement, c'est pas l'alcool, c'est de la culture. Exactement, comme le vin. Alors, maintenant qu'on a parlé des adhésions et des dons, on arrive à deux gros morceaux du financement des partis politiques, qui sont les reversements des élus et le financement public. Donc, bon, il y a du financement public partout, puisque l'État rembourse les donateurs, les adhérents, à hauteur de 66% de leurs dons. Par contre, voilà, il y a aussi donc les reversements d'élus, puisque évidemment quand c'est un parti politique vous voulez des élus, et que il est bien que ces élus remboursent un peu, en tout cas donnent de l'argent au parti. Donc chaque élu, quasiment tous, touche une indemnité. Pour les députés, c'est à peu près 7500 euros. Si vous avez un doute sur les virgules, vous pouvez aller voir sur internet. Et par contre, la masse des reversements des élus ne se fait pas par les parlementaires, mais par l'armée d'élus locaux dont peuvent disposer les partis, c'est-à-dire les maires, les adjoints aux maires, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les conseillers municipaux également, dont la plupart maintenant dans les villes moyennes et grandes villes en tout cas touchent même une petite indemnité. Et donc pour faire un peu de technique, je vous ai copié-collé ce qui est indiqué sur le site Service Public, qui est vachement bien fait, servicepublic.gouv.fr, qui a réponse à toutes vos questions. Donc là vous pouvez prendre vos stylos. Salut Alcanoïde, prends ton stylo.
Le montant des indemnités. Ah oui, il y avait. On peut donner un exemple, tu m'as donné plusieurs tableaux, on peut en montrer Oui, un. mais je les ai sous la main. Ouais, ok, vas-y. Et puis tu peux mettre la petite pièce de monnaie pour illustrer la partie qui parle de pognon aussi. Le pognon de dingue. Un peu technique. Donc le montant des indemnités de fonction est fixé en pourcentage du montant correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et varie selon l'importance du mandat et la population de la collectivité. Les indemnités de fonction des élus sont fixées par l'organe délibérant dans les 3 mois suivant son installation. Cette dernière phrase elle est compliquée mais c'est très simple, c'est-à-dire que les indemnités de tous les élus sont votées par le conseil correspondant, conseil municipal, conseil régional, conseil départemental, donc c'est public. Et donc c'est-à-dire que vous pouvez, en consultant les comptes rendus des conseils municipaux ou des conseils d'arrondissement ou des conseils régionaux, connaître combien touche votre président de région, votre maire, vos adjoints maires, etc. Ces indemnités de fonction constituent une dépense obligatoire pour la collectivité. C'est-à-dire qu'en fait la collectivité ne peut pas décider de ne pas indemniser ses élus. Il y a une fourchette, il y a un minimum et un maximum, et ensuite c'est aux élus de s'arranger, parce que si le maire touche moins, il pourra verser plus aux conseillers municipaux ou aux adjoints, etc. etc. Salut Jean Massier, merci pour ton resub, ça fait plaisir. Ah c'est bien les gens qui s'abonnent. Et donc c'est tout un tas de jargon de la fonction publique, puisqu'en fait quand on parle d'indice brut terminal, d'échelle indiciaire, c'est en fait un rapport au salaire et aux primes que touchent les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, donc qui travaillent en mairie, en région, en département, etc. Tout simplement. J'aime bien cette chaîne, merci Jean, merci. Ah. Ça va, tu as passé le brevet aujourd'hui peut-être? Tu te reposes un peu après ton épreuve d'histoire-géographie? Ou c'était SVT, je sais plus. J'ai pas le calendrier des brevets. S'il y en a qui passent le brevet, j'espère que ça s'est bien passé. Que vous n'êtes pas en train de regarder ce live. Pas en train de ce live, parce qu'à ce trouve, il y a une épreuve actuellement. Alors je suis un petit peu sur le chat, j'essaie de me décaler. Voilà. C'est bon là, je suis bien à la régie? Tu es parfait comme toujours. Merci. Oui, The Taveman, il y a la SVT au brevet, j'ai entendu ça sur Inter ce matin, enfin, j'étais surpris, parce qu'à de mon temps, il n'y avait pas la SVT, mais c'était il y a longtemps quand même. J'ai entendu ça sur Inter, c'est tellement une phrase de parisien ça. Il n'y a pas que les Parisiens qui écoutent France Inter quand même. Non, ils ont la plus grosse... Moi qui viens de province, je peux te dire que... Ouais, bah quand même 3,5 millions d'auditeurs le matin, il n'y a pas que si avec des Parisiens. Hein. Alors, pour quelques exemples, donc vous avez... Si vous, donc on peut savoir combien touchent vos élus dans la fourchette, donc si vous voulez, donnez vos villes ou vos régions là, ainsi que le nombre d'habitants surtout, et on saura combien touche par exemple là votre maire, c'est le premier tableau que j'ai sous les yeux. C'est celui qui est à l'écran. C'est celui qui est à l'écran en plus, donc vous voyez, fou, si hein. vous vivez dans une ville de moins de 500 habitants, il y en a beaucoup en France, hein, et bien le maire touche à peu près 658 € brut. Et par contre, les maires de villes de plus de 100 000 habitants touchent l'indemnité de 5 612 € brut. Et pour les villes moyennes, disons entre 20 000 et 50 000 habitants, vous voyez là sur l'avant-avant-dernière ligne, c'est donc 90% de l'indice brut minimum. Et c'est 3 483 €. Alors Brut. pour Paris, Marseille et Lyon, The Taveman, c'est un peu spécifique. C'est-à-dire que alors pour Paris, je connais bien, c'est très spécifique, puisque Paris est aussi un département. Donc le maire de Paris, la maire en l'occurrence aujourd'hui, cumule en fait la fonction de maire de la ville et de présidente du conseil départemental. Donc elle est aussi présidente du conseil départemental de Paris. C'est-à-dire que aussi les conseillers de Paris au conseil de Paris cumulent une indemnité d'adjoints et de conseillers départemental. C'est pour ça qu'ils ont en fait une indemnité largement supérieure. Pour Lyon et Marseille, je connais moins. Je pense que c'est un peu plus. Et je t'avoue que j'ai pas poussé le vice à regarder combien touchaient les maires de Lyon et Marseille. C'est peut-être à 5600, je sais pas. Quant aux maires d'arrondissement, alors je crois qu'à Paris, tous les arrondissements, c'est la même somme, quelle que soit la taille de l'arrondissement. J'imagine qu'à Lyon et à Marseille, c'est la même chose. Je vois mal, selon la taille des secteurs ou des arrondissements, qu'ils se soient amusés à faire des maires qui touchaient moins. Cela dit, après tout, bon, c'est des fonctionnements particuliers. Et alors Lyon, en plus, ça a pu changer parce que maintenant, Lyon est une agglomération qui a pris les compétences du département. Donc là, ça demanderait de regarder un peu en détail comment ça marche. Ah bah merci Nibal01. Maire d'arrondissement de Paris 4800 par mois, pour Lyon 8200 par mois, maire d'arrondissement de Lyon 3300 et maire de Marseille 8100. Ok. Pourquoi il y a deux fois Paris dans ton... il y a deux fois Lyon dans ton explication, mon cher Nibal? Parce qu'il y a Lyon ville et Lyon maire d'arrondissement. Ah ok.
Voilà. Autant pour moi. Alors, Leto Patate, vous voulez retrouver le tableau des maires en fait. Mais sinon, pose ta question et je te réponds. J'ai tous les tableaux sous les yeux en fait. C'est Service Public qui me les a fournis. J'en profite pendant qu'on attend le tableau pour vous dire que la pièce au-dessus de moi est une pièce de francs qu'on avait dans nos poches jusqu'en 2002, enfin jusqu'à fin 2001 plutôt. Et il s'agit d'un franc semeuse avec une Marianne qui sème la culture, qui sème la démocratie. Ouais, fait qu'on avait dans nos poches surtout les bourgeois, hein, parce que nous, le petit peuple. Ouais, une pièce d'un franc hein, quand même. Hein. Bon, hein. Alors, pam pam pam, retrouve la programmation des streams. Ta-ta-ta. Alors, qu'est-ce que... Oui, donc, qui voulait les... Bon, alors moi je voulais pas passer forcément trop de temps sur cette partie hein, d'amitié des élus. Hein. Après, vous pouvez poser des questions. Néanmoins, c'était surtout pour vous montrer la diversité en fait des revenus, euh, puisque nous avons par exemple donc des maires qui touchent 5000 et quelques, et d'autres qui touchent 500. Ça dépend de la taille de la commune et pas de la charge de travail, hein, parce que les maires de petites villes ont beaucoup de travail et, euh, et par contre peu de moyens. Ce qui ne veut pas dire que les maires de grosses villes n'ont pas beaucoup de travail, mais par contre, eux, ils ont des moyens afférents, et ça, c'est très bien. Il y a des grosses disparités, Des grosses disparités, d'activité entre les communes. Exactement. Le problème étant en fait le budget, puisque peu d'habitants égale peu d'impôts, peu de versements de l'État, et donc peu de budget. Et c'est pour ça qu'on préfère actuellement réunir les communes. Et il y a plein qu'on de incite à cette petits cas réunification. particuliers. On peut dire que par exemple sur les petites communes, qu'il y a certaines qui ont des lignes à très haute tension sur leur secteur, et du coup elles touchent une indemnisation pour ça. D'accord. Ah bah oui, très bien. Et il y a celles qui ont des éoliennes qui touchent une indemnité pour ça. Enfin voilà, il y a plein de cas particuliers dans les communes, celles qui ont absolument rien et celles qui ont de l'argent alors qu'il n'y a pas grand monde qui y vit. Enfin voilà, C'est ça. Mais comme le dit Charles Maurice, on a gardé un nombre assez élevé de communes en France, hein, 36 000 communes. Bon, c'est un peu, ça baisse actuellement en fait parce on essaye on incite au regroupement des communes, c'est-à-dire que l'État a dit qu'il donnerait plus d'argent aux communes qui se regroupent, donc c'est pour ça qu'on a actuellement une fièvre de fusion entre communes. Il y a des tas de nouvelles villes qui apparaissent un peu partout. Si vous regardez la presse locale, parce que c'est rarement annoncé dans la presse nationale, mais si vous regardez dans la presse locale, vous avez plein de communes qui fusionnent et des tas de projets de fusion de communes. Et je ne parle pas des intercommunalités, hein, c'est-à-dire c'est pas un échelon supplémentaire, c'est bien une commune qui absorbe ou d'autres communes qui fusionnent. Puisque l'État a dit bah, si vous fusionnez, eh bien, vous ne perdrez pas de votre financement de l'État, vous garderez 100%, alors que si vous ne fusionnez pas, eh ben, ce sera que, je sais plus si c'est 80-90%, donc les communes ont tout intérêt à fusionner, et en plus après, eh bien, ça fait un petit peu moins d'élus, et par contre des services équivalents pour gérer la commune. Bon, on va un tout petit peu accélérer. Tous ces tableaux que j'ai sous les yeux et dont vous avez vu des extraits, en fait, ils sont sur servicepublic.gouv.fr. Si je me trompe pas, tu peux montrer les invités de maire adjoint. Et ça, c'est... Donc tous ces élus en fait touchent de l'argent de l'État bien sûr, et en fait après reversent aux partis. Et là après ça dépend des partis. Il y a des partis où c'est tout le monde reverse 10%, d'autres tout le monde verse 20%. Des partis s'amusent à faire des choses proportionnelles ou progressives comme les impôts. Hein. Si vous touchez 500, c'est 5%. Si vous touchez 1000, c'est 10%. Si vous touchez 2000, c'est 40%, etc., etc. Et donc cet argent reversé par les élus est une part non négligeable des partis, surtout pour les partis qui n'ont pas de parlementaires. Puisque par contre, par exemple pour parler d'un parti que je connais bien, hein, les écologistes, une époque où ils avaient peu de parlementaires mais plein de conseillers régionaux, et bien en fait la masse financière principale apportée par l'argent autre que le financement public direct, hein, je vais y venir, c'était bien sûr tout l'argent reversé par les élus régionaux. Et c'est important, je peux vous dire que ça comptait vraiment, vraiment, et c'est pas négligeable, surtout quand vous avez aussi des dizaines et dizaines de conseillers régionaux et d'adjoints au maire dans plusieurs villes. Voilà, mais par contre, la principale source de financement pour les partis, c'est le financement public. Et ça, surtout pour les gros partis, mais aussi pour les petits, en fait, c'est tous ceux qui participent aux élections législatives. Donc, rapidement quand même, à chaque campagne, vous avez un financement qu'on appelle le R39. Hein, c'est le nom de l'article qui correspond dans le code électoral. Et bon, c'est très précis, hein, mais il est prévu par la loi le remboursement par l'État des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les imprimés suivants. Donc c'est-à-dire que l'État ne vous rembourse que ça et pas plus, c'est-à-dire 2 affiches
par emplacement prévu, c'est-à-dire les panneaux que vous voyez devant les bureaux de vote. 2 affiches de plus en fait pour informer de la tenue d'une réunion. Le nombre de circulaires, c'est-à-dire en fait toute la propagande électorale que vous avez dans vos boîtes dans l'enveloppe officielle. Donc égal au nombre d'électeurs majoré de 5%, un nombre de bulletins de vote égal au nombre du double d'électeurs majoré de 10%, et ça ne vous remboursera pas plus. Vous pouvez en faire moins, mais ça ne vous remboursera pas plus. Et alors à titre d'information, pour la présidentielle, cette somme du R39 correspond à 800 000 euros, un peu plus, hein, de 800 000 euros. Et en fait, évidemment, ce R39 varie selon la taille de la circonscription, de la ville, pour les autres élections. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous vous présentez à Saint-Brieuc, vous aurez un R39 beaucoup moins important qu'une élection à Paris ou même Boulogne-Billancourt ou Lille, qui sont des beaucoup plus grosses villes. Et vous avez aussi le remboursement, par contre, des frais électoraux pour toutes les listes et les candidats qui dépassent les 5%. Donc ça, c'est important, c'est ce qu'on appelle le demi-plafond. Et par exemple, pour l'élection présidentielle de 2017, vous aviez un plafond qui est de 16 800 000 euros pour tous les candidats au premier tour et de 22 millions d'euros pour tous les candidats au second tour. Mais par contre, en fait, le demi-plafond, qui est même pas 50%, c'est 47,5, et de 8 millions d'euros pour les candidats au premier tour, et de 10 500 000 euros pour les candidats au second tour. C'est-à-dire que si vous faites une campagne à 10 millions d'euros et que vous êtes au second tour, eh bien, vous êtes sûr d'être remboursé. C'est pour ça que si vous êtes sûr de faire plus de 5%, vous pouvez, à la présidentielle, dépenser 8 millions d'euros, et c'est tranquille, vous êtes remboursé. Donc ça, c'est bien, et ça coûte cher à l'État, mais bon, c'est le prix à payer pour éviter justement les financements illégaux de partis. D'ailleurs, ça évite même pas le financement illégaux, mais ça évite justement que tous les partis aillent chercher. Alors, si on dépasse le plafond, total au FU, les comptes sont invalidés, donc effectivement, tu n'es pas remboursé. Par contre, si tu dépasses le demi-plafond, eh bien, on te dit, bah d'accord, tu as dépensé plus que 8 millions d'euros, on te rembourse les 8 millions d'euros. Par contre, les 700 000 euros en trop, eh ben, écoute, on espère que tu as les dons, que tu as la trésorerie pour pouvoir assurer derrière et ne pas mettre ton parti dans la banqueroute. À savoir aussi que les petites élections législatives, les municipales, des fois ce sont les candidats eux-mêmes qui posent qui se mettent en danger hein, en hypothéquant leur maison ou en faisant un emprunt, et ça peut être un vrai problème. C'est souvent vrai, notamment dans les petits partis. Ouais, exactement. Mais même les gros, hein. Enfin, je veux dire, à partir du moment où le risque financier est trop fort. Oh là là, j'ai prévu trop de trucs. On va passer directement au financement des législatives, parce que c'est le gros morceau en fait. Et en fait, c'est un financement qui a transformé les élections législatives en élections, non pas la favorite des Français, mais la plus importante pour les partis politiques. Puisqu'en fait, la loi prévoit un financement public accordé aux différents partis en fonction de 2 critères. Les résultats des élections législatives, pour tous ceux qui sont présentés des candidats ayant obtenu au moins 1% des voix dans au moins 50 circonscriptions. Si c'est en Outre-mer, dans toutes les circonscriptions, c'est-à-dire que si vous avez 5 candidats en Outre-mer, il faut avoir fait 1% chez les 5 candidats. Et aussi un financement qui dépend du nombre de parlementaires. Donc ça fait en fait 1,42 € par voix, et chaque sénateur ou député vous rapporte 37 000 € par an pendant 5 ans, en fonction du parti auquel il est rattaché. Et ce rattachement est déclaratif. Ce rattachement peut changer d'une année à l'autre, donc c'est pour ça que c'est important par exemple pour Génération de récupérer des députés socialistes, puisque l'année prochaine ils vont récupérer leur financement. Donc pour prendre l'AREM avec 308 députés, ça leur fait 11,6 millions d'euros juste avec les députés. 308, voilà. Et le Parti Socialiste par exemple a dû revendre son siège parce que justement ils reçoivent 7,6 millions d'euros par an de moins que le quinquennat précédent. Voilà. Ce qui fait un sacré trou dans la caisse. Exactement, ouais. Et même si vous avez un peu de côté, c'est dur d'assurer derrière. Voilà, écoutez, j'ai fini sur les... Il y a eu des questions ou pas? Non, pas trop, ça va. J'ai fini sur le financement des partis. Je vais... Ça va être l'heure de la chronique média de Dorian. Qu'est-ce qu'il y a qui ne... Okay. Ah, où ça parle de fusion des communes. Très bien, très bien. Donc Dorian va pouvoir se mettre en place à la régie. On va vous mettre une meilleure image par ailleurs. On peut enlever la pièce. Mais tant pis, la pièce va rester, c'est pas grave. Charles Maurice, est-ce qu'il y a une revalorisation des plafonds de financement de temps en temps? Alors écoute, ça c'est un peu technique, je sais pas trop exactement si on révise. Je sais que ça dépend du nombre d'habitants. Le 1,42, ça fait quelques temps que c'est cette somme là.
Ça doit bouger un peu, hein, je t'avoue, là, j'ai pas vérifié si c'était exactement la même somme il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est intéressant ta question, mais je suis pas sûr. Le R39 doit bouger un peu, puisque bon, c'est quand même en rapport des coûts du marché de l'impression, mais je sais pas. Au FU 1, mais les partis ne peuvent pas imposer un pourcentage de... Si, les partis imposent à leurs élus, ils font signer une charte en fait, où ils s'engagent, s'ils sont élus, à reverser tant de pourcents de leur indemnité. Et s'ils ne le font pas, eh bien, en général, ils se font exclure ou suspendre de leur parti en fonction de la régularisation ou non de leurs indemnités. Bon, mais le problème après, c'est que si tu es élu, tu peux tout à fait faire un doigt d'honneur à ton parti et dire que que tu ne veux pas payer au parti. Alors Dorian est en place, on me fait signe qu'il est en régie, vous avez une image nette de lui qui n'est plus en filigrane. Bonjour, bonjour. Bonjour Dorian, comment vas-tu? Bah très bien, et toi? Bien, merci, jolie chemise, hein, belle couleur, ça passe Oui, bien. t'as vu, hein, Ouais. je me suis dit, voilà, on va essayer de faire ça bien pour Je, la rega- je première. regardais Dorian sur mon retour vidéo et en fait je peux le revoir, il est en face de moi. C'est les magies, C'est les magies du magique. cinéma. On t'écoute Dorian, allez, action! Alors, donc en fait, juste pour la petite présentation, je fais des chroniques où je parle des médias et donc là, je fais une petite analyse en lien, ce qui permet aussi d'introduire l'invité, puisqu'on va parler de Thierry Coste. Donc, c'était il y a une semaine sur Sud Radio, lors de la matinale, Patrick Roger, journaliste politique, recevait Thierry Coste. Alors, qui est Thierry Coste? Eh bien, en lien avec notre invité d'aujourd'hui, ou devrais-je dire peut-être en opposition, Thierry Coste est conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs, conseiller en chasse et ruralité d'Emmanuel Macron, ou autrement dit, lobbyiste. Il aurait, par exemple, convaincu notre président de rouvrir les chasses présidentielles de Chambord. Donc, pour faire court, hein, sur les chasses présidentielles de Chambord, il faut imaginer notre président partir dans la brume du petit matin, chasser la perdrix, avec des convives prestigieux tels que des invités diplomatiques ou bien des chefs du CAC 40. Une pratique perdue depuis De Gaulle ou encore Giscard d'Estaing. Mais Thierry Coste a commencé depuis bien plus longtemps car il conseillait déjà d'autres politiques à droite comme Nicolas Sarkozy ou encore à gauche comme François Hollande. Donc un sacré tableau de chasse à son actif. Pour lui, la chasse est un atout pour le développement des territoires ruraux et pour le maintien de la biodiversité. Un magnifique moyen pour les amoureux de la nature de se sociabiliser. Il faut donc la défendre et ça tombe bien. Ce matin, sur Sud Radio, il est là pour ça. Pardon, pas exactement. En fait, il est là pour dénoncer la propagande végane. Rien que ça. C'est en tout cas ce que nous annonce le journaliste. Alors, pour recontextualiser un petit peu, nous sommes... Pardon, un petit peu. Nous sommes le lendemain des épreuves de bac de français pour les terminales S et ES. La semaine dernière, les réseaux sociaux ont un petit peu vibré en réaction au sujet proposé de celui-ci, avec par exemple des tweets de certains lycéens qui se demandaient si c'était pas Brigitte Bardot qui l'avait écrit elle-même. Ah, c'est des blagueurs, ces lycéens. Ou encore, nous avons d'un autre côté 30 millions d'amis qui lui se félicitaient de celui-ci. Ainsi, avec des extraits de Montaigne, Rousseau ou encore Marguerite Yourcenar, était posée la question suivante: la littérature vous semble-t-elle un moyen efficace pour émouvoir le lecteur et dénoncer les cruautés commises par les hommes? Ce qui ne concerne pas forcément que les animaux, nous rappelle tout de même le journaliste. Bon. Donc, si on est là ce matin sur Sud Radio, c'est pour du sérieux, c'est pour dénoncer la propagande végane au travers du sujet du bac, nous dit Patrick Roger, le journaliste qui donne la parole à Thierry Coste, qui immédiatement modère ses propos en rappelant que ça le fait réagir évidemment, mais qu'après tout ce n'est qu'une épreuve du bac. Puis il embraye directement sur son combat, je cite: on sent toujours une tendance qui est inquiétante, celle de sacraliser la nature et de penser que l'homme est toujours le méchant, le dangereux, le cruel, comme si la nature elle-même ne l'était pas. Hein. Et cette tendance, Thierry Coste, il ne l'aime pas du tout. C'est pas la réalité, dit-il, puisque ceux qui aiment le mieux la nature, ce sont ceux parfois qui l'utilisent, éleveurs, pêcheurs, chasseurs. Donc je me permets de traduire: ceux qui aiment le plus les animaux, ce sont ceux qui les tuent. Alors évidemment, ça c'est mon interprétation, ça n'engage que moi. Patrick Roger tente donc de recentrer l'interview sur notre sujet. Pardon, Patrick Roger tente de recentrer l'interview sur notre sujet de français en citant les différents textes qui étaient donnés avec la question. Et sur ce, Thierry Coste nous dit qu'ils exagèrent et qu'ils auraient quand même pu équilibrer les textes. Ah! Donc nous ne sommes plus vraiment là pour de la propagande, mais sur un sujet mal équilibré finalement.
Et Thierry Coste continue tranquillement en balançant quelques petites phrases comme il ne faut pas se tromper, la nature est cruelle, le monde est cruel, on doit tuer des animaux. C'est pas si grave que ça. Mais comment Patrick Roger va-t-il se sortir de cette impasse journalistique où finalement son sujet lui glisse entre les doigts et où l'effet d'annonce de début d'interview avec cette fameuse accusation de propagande tient de moins en moins la route au fur et à mesure que l'interview avance. Alors là, Patrick Roger sort le tout pour le tout, son joker. La fédération des chasseurs va-t-elle mener une petite bataille ou faire des remontrances au ministre de l'Éducation? Oh là là, Patrick, comme tu y vas! Mais ne vous inquiétez pas, Thierry Coste le calme en lui répondant qu'ils ne vont rien faire vis-à-vis du ministre. Ben oui, en même temps, comme conseiller de l'Élysée, peut-être que ça ferait un peu tâche de bousculer le ministre, non? Alors, on part sur ce que Thierry Coste voulait depuis le début. Y a-t-il un prosélytisme anti-chasse? Thierry Coste 3, Patrick Roger 0. Il ne parlera finalement que 2 fois 4 secondes du sujet de français sur 4 minutes d'interview. Et tout le reste sera consacré à, je me permets de résumer, il ne faut pas dire que l'être humain est cruel avec la nature, mais la nature est elle-même cruelle. Et alors, vous, qu'en pensez-vous? Vous avez 4 minutes et s'il vous plaît, essayez de rester dans le sujet. S'il vous plaît. Voilà. Compris le chat? Donc voilà, en gros, c'est on a une interview, l'invité vient pour une interview sur un sujet, mais finalement, ça ressemble plus à un prétexte puisqu'il répond complètement à côté. Enfin, il répond pas à côté, mais il vient avec lui-même ses affirmations et finalement, il ne parle que 8 secondes du sujet de bac de français. C'est ça, c'est pas ça, c'est pas la question, mais c'est ma réponse. Voilà, exactement. Et on retrouve ça souvent. Alors, on retrouve ça notamment avec souvent des interviews de Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, sans vouloir faire de. C'est pas les seuls. Hein. Nicolas Sarkozy aussi était très très fort pour ça. Mais voilà. Après. C'est pas ce qu'on appelle les techniques de spin politique un peu. C'est-à-dire tu viens sur un sujet et en fait tu dis ce que tu veux dire et tant pis si tu réponds pas à la question. En fait, ils viennent même carrément avec des fois des phrases ou des mots qu'ils veulent balancer au-delà des questions que va avoir le journaliste. Et après la question sur alors je me mettrai dans le chat tout à l'heure, je mettrai le lien vers l'interview peut-être après l'émission pour si jamais vous voulez écouter. Elle dure 4 minutes 30, c'est très court. Heureusement. Mais c'est très drôle à écouter, hein. Et du coup voilà. Ouais, la technique la plus facile, c'est que tu es invité à une interview et tu dis avant de répondre, j'aimerais revenir sur. Et hop, tu déroules et puis on oublie la question qui a été posée, y compris le journaliste en face, quoi. Ouais, c'est assez courant. Alors, merci Dorian. Alors le chat a l'air d'avoir apprécié, hein. On dit que tu es doué, clap Dorian. Voilà, le cruel pissenlit qui pousse dans son jardin, nous dit Sorbiou. Bah oui, cruel pissenlit. Mais on peut en faire de la salade, hein. Juste faut pas qu'il y ait la fleur encore, hein. Mais c'est pas mauvais, hein, parce que par contre il faut qu'il soit jeune, hein. Quand il est trop vieux ça croque, c'est dégueulasse. Mais une tas de petits pissenlits jeunes, c'est sympa. Donc vous voyez en régie par contre derrière Dorian, Isabelle, l'invitée du Parti animaliste, est déjà là, donc vous pouvez lui dire bonjour. Elle vous fait bonjour également. Et ben tant pis Tavman, tu as loupé ça à cause d'un coup de fil, mais je pense qu'on va en faire une capsule comme on dit et que ce sera mis sur la chaîne Acropolis. On me dit non sur le côté. Non, bon, alors dans le replay, alors tu iras sur le minutage. Aller voir, ouais. Voilà, alors oui, c'est la confiture de pissenlit Sorbiou. Ah, moi je connaissais pas, je pensais juste aux salades. Alors, est-ce qu'on passe à la suite? Dorian, est-ce que tu penses qu'on peut passer à la suite? Ah bah moi tout d'accord. À fait. Ok, et ben je laisse la main à Sylvain. La régie de retour. Je vais en profiter pour, sans transition, vous présenter le Parti animaliste, puisque Isabelle, actuellement sur le canapé, est une adhérente du Parti animaliste. Mais je vais vous présenter ce parti que vous ne connaissez sans doute pas, ou en tout cas pas très bien, et c'est normal puisque c'est un parti assez récent. Il a été créé en mars 2016. Et pour un lancement officiel le 14 novembre 2016. Donc c'est vraiment tout récent. Je crois que dans les partis dont on a parlé dans cette émission, c'est si c'est pas le plus récent, un des plus récents. Et il est aujourd'hui co-dirigé par une coprésidence, non pas paritaire, un homme, une femme, mais bien une coprésidence de 4 femmes, et il revendique 1000 adhérents en avril 2017 pour un budget de 60 000 €.
comment dire, en progression d'adhérents, puisqu'en juin, ils ont revendiqué 1200 et ils auraient atteint la barre des 2000 adhérents en juillet 2017. On pourra demander à Isabelle où ils en sont aujourd'hui. Je n'avais pas en ligne de chiffres plus récents. Ce parti, d'où vient-il? Alors, il est issu de la volonté, comme le dit assez bien le logo à ma gauche, mais à droite de l'écran, de la volonté de donner à la question animale une légitimité et un débouché politique. Chose dont cette question a assez longtemps, en France en tout cas, été privée. Alors, je ne sais pas si c'est notre vision cartésienne ou... excusez-moi, il y a un truc qui clignote sur la... Ah non, c'est bon. Je ne sais pas si c'est notre vision cartésienne en France, ou notre tradition agricole, ou nos habitudes alimentaires, l'amour de la chasse, un héritage chrétien de la nature au service des humains. Mais toujours est-il que même chez les écolos, hein, les sujets autour du bien-être animal ont souvent été considérés comme un sujet pour mère à chien, sous-traité à la SPA et à 30 millions d'amis. C'est un sujet en fait qui ne méritait pas de considération politique et surtout pas d'être intégré à un programme politique ou être inséré dans un discours qu'on va qualifier de sérieux. Et alors, l'intérêt d'une personnalité comme Brigitte Bardot pour ces sujets, depuis très longtemps, hein, vous irez chercher des photos où elle est nue ou presque avec des bébés phoques qui ont donc contribué à mettre l'accent sur la chasse des phoques. Ça a permis d'éclairer, de porter l'éclairage sur le bien-être animal et la souffrance animale. Mais le problème, c'est qu'avec en fait, sa proximité au Front National et aux idées du Front National, ça a en fait enfermé l'écologie des animaux, enfin enfermé ces sujets du bien-être animal dans une espèce d'écologie des animaux de compagnie proche des idées de l'extrême droite. Voilà, ça a été récupéré par l'extrême droite et ça mettait mal à l'aise en fait les mouvements d'écologie qui se qualifiaient plus à gauche en fait. Et donc les partis de gauche classiques et écologistes se sont éloignés de ces sujets ou ne voulaient pas en parler et aux grandes dames des végétariens de ce parti. Ah merci merci Sylvain, toujours sur les bons coups, n'est-ce pas? Alors j'ai pas pris la photo la plus dénudée de Alors ce n'est pas la Bardot. plus dénudée parce que je crois que déjà elle était plus si jeune que ça à ce moment-là, mais c'était effectivement une des campagnes. Il me semble qu'elle est en noir et blanc beaucoup plus ancienne, mais c'est peut-être ma mémoire qui me trahit. Des fois, on se crée des choses qu'on a vues jeunes, adolescents, et on croit que ce qu'on n'a pas vu. Donc, mais alors, toute cette question du bien-être animal, de la souffrance animale, s'est repolitisée en fait ces dernières années, avec notamment les vidéos d'abattoirs de l'association L214, qui en fait à chaque fois a créé l'événement avec ces vidéos de caméras infiltrées ou embarquées dans les abattoirs. Et en fait le sujet, grâce à L214, est devenu moins marqué à l'extrême droite, qui se servait de la souffrance animale parfois uniquement pour dénoncer l'abattage halal, ce qui mettait tout le monde très mal à l'aise. Et donc c'est devenu un sujet plus de simples citoyens concernés par ce qu'il y a dans son assiette, et tout simplement par la souffrance d'être vivant et intelligent, enfin intelligent, pardon, sensible, voilà, d'être sensible, je ne trouvais plus le mot. Et alors, L214, oui voilà, donc vous voyez le logo, et qui est une association qui en fait a pris de vitesse, je dirais, grâce à un militantisme plus actif. Les associations plus installées comme Greenpeace, WWF et même 30 millions d'amis ou la SPA sur la souffrance animale grâce à des vidéos chocs en fait, tout simplement. Et donc pour le citer et revenir au parti animaliste, donc tu peux remettre le logo. Absolument, Il faut aller très très vite. Le parti animaliste est, je cite, animé par un désir de justice et de progrès et promeut une évolution de société qui prend en compte les intérêts des animaux et qui repense la relation entre les animaux et les humains. Le parti animaliste a pour objet, voilà, si je vais le citer, hein, d'élaborer des perspectives et un programme prenant en considération les intérêts des animaux, d'inclure dans les politiques publiques la prise en compte des intérêts des animaux ainsi que du respect de leurs ressources, de leur territoire, de leurs habitats et de leur mobilité. Donc ça, j'imagine que c'est surtout pour les animaux sauvages. De mobiliser la société et de prendre toute initiative d'action allant dans le sens de cette évolution. Donc l'action politique, hein, tout simplement, la sensibilisation, les campagnes. De présenter et de soutenir aux différentes élections des candidats portant les valeurs du parti. Bon bah ça tombe sous le sens, hein, si c'est un parti, vous présentez aux élections. Et de soumettre au débat public et aux scrutins électoraux ces propositions de modification des politiques publiques et de les promouvoir dans l'ensemble des institutions. Donc ça veut dire, c'est l'étape suivante, vous êtes élu et dans quelque institution que vous soyez, mettons que vous arrivez à être conseiller municipal dans une ville, et bien vous portez ce sujet du bien-être animal constamment, dès que vous le pouvez, au sein de l'institution
circonscription dans laquelle vous êtes élu. Voilà, c'est la politique des petits pas, on va dire. Hein. C'est-à-dire, vous êtes élu et vous portez le sujet partout où vous le pouvez. Vous êtes à une table, et ben vous posez le sujet dessus. Ce parti, créé en 2016, hein, a eu son baptême du feu en 2017. Et c'était les législatives, car contrairement à des petits partis qui mettent toutes leurs forces dans la bataille de la présidentielle, ils s'épuisent à ramener 140 signatures de maires, alors qu'il en faut 500, je le rappelle. Les militants animalistes ont fait le choix, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, hein, de privilégier les législatives à la présidentielle. Et donc ils ont pu présenter 147 candidats dans 53 départements différents. Voilà, pour un parti d'un an, c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, ça a payé, hein. Ils ont été remarqués d'une part médiatiquement par leurs affiches avec un chat. Et je crois qu'on en a une sous la main, si je n'ai pas oublié de la mettre dans les fichiers envoyés à Sylvain. Et surtout, électoralement et politiquement, ça a payé puisqu'ils ont franchi le seuil de 1% des voix dans 86 circonscriptions, donc bien au-delà des 50 nécessaires. Pour avoir droit au financement public. Donc ils ont 1,42€ par an et par voix pendant les 5 prochaines années, à partir du 1er janvier 2018, donc de cette année-là. Et pour eux, ça leur fera en fait, ils ont eu 63 637 suffrages, hein, c'est très précis, et ils vont toucher un peu plus de 90 000 € par an, moins hélas une pénalité à cause de non-respect excusez-moi, de la parité. Oui, le parti animaliste n'a pas respecté la parité, mais n'allez pas croire qu'ils ont présenté trop d'hommes, c'est tout à fait, c'est l'inverse en fait. Ils ont présenté trop de femmes, puisque en fait sur leurs 142 candidats, eh bien c'était 2/3 de candidates. Eh bien l'État français est sévère, la parité, c'est moite-moite, avec un petit modulo de quelques pourcentages. Et si vous présentez trop de femmes, eh bien ça ne respecte pas la parité, donc il faut protéger les hommes. Et donc bien le parti animaliste a présenté trop de femmes et donc aura une pénalité. Mais en tout cas bravo, parce que effectivement grâce à ces affiches qui montraient des chats, et des chatons même, ils ont pu avoir un financement public pour leur premier essai électoral. Et ça, eh ben, figurez-vous que c'est pas donné à tous les partis et que quand même beaucoup de partis se cassent les dents et en fait ne dépassent le 1% dans aucune circonscription et donc n'obtiennent jamais le financement politique. Voilà, malgré et donc ce parti, malgré le silence des médias, a obtenu un financement politique, à l'inverse d'un autre parti qui lui ne l'a pas obtenu. Merci Nibal01. Première question à l'invité, on lui demandera est-ce que chat va. Bravo, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc préparez vos questions, puisqu'en fait, eh bien écoutez, puisque j'ai fini de présenter le parti animaliste, nous allons lancer le générique et accueillir Isabelle.
Et nous sommes... Oh là. Aïe aïe aïe. C'est bon. Par contre, tu vas te rapprocher s'il te plaît, sinon nous allons cacher le chat et ça c'est pas bon du tout. Voilà, merde, attends. Voilà, c'est bon, on est bon. Voilà, vous voyez, c'est le direct. Hein. Si le logo pouvait remonter un peu aussi parce que... hop, voilà, super, merci. Oh, c'est un logo sympa, mais bon, après ça va pas avec mon teint là. Bon bah bonjour Isabelle. Bonjour, enchanté, merci de m'avoir invité ou d'avoir invité le parti animaliste en tout cas. Merci d'avoir été, enfin de bien avoir voulu venir. Mon habit de lumière. Nous avons deux logos à l'écran, le logo au-dessus de moi et sur le t-shirt. Bah parce qu'on est militant ou on l'est pas, non? Tu es 100% militante alors. Tout à fait, okay. 100%. Bien, alors, donc j'en suis une militante d'un parti peu connu aujourd'hui, hein, Isabelle Ivos, hein, elle est au parti animaliste. Et alors je parlais des résultats qui étaient plutôt bons pour le parti animaliste la dernière fois. Et enfin, législatif, et bien donc nous avons à côté de nous une ancienne candidate qui s'est présentée dans le Val-de-Marne, la 4e circonscription plus précisément. Donc si vous connaissez le département, il s'agit des villes, pas toutes, mais en tout cas les principales, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie et Villiers-sur-Marne. Et elle a fait 530 voix, ce qui correspond à 1,51%. Et donc, grâce à elle, le parti touchera 742 € par an. C'est comme ça qu'on compte quand on est trésorier de parti. Voilà, on a mis ton affiche là-dessus. Ouais. Wow. Voilà, bon, on va pas laisser tout le temps parce qu'on a deux Isabelle, déjà on a deux logos. Alors... Donc j'espère que vous avez préparé vos questions. Alors pour Winnibal, je suis militant ouzbek aujourd'hui, je milite pour le tourisme dans ce beau pays où je ne suis pas allé, hein. C'est un t-shirt qui m'a été ramené par ma mère en fait, qui elle est allée visiter ce pays et qui m'a ramené ce souvenir. Donc moi je suis raccord, toi un petit peu moins. Non mais moi il n'y a pas de dress code pour Acropolis, on s'habille comme on veut. C'est ça quand on sera plus pro. Bon, on est déjà très pro, mais on mettra le principal, c'est ce que vous dites. Hein, c'est toujours ça. Alors déjà, moi, je vais, en attendant les questions. Alors, écoute-moi, une question déjà de Ofuin qui me demande est-ce qu'il y a des liens avec le parti ELV ou est-ce que ce sont deux partis indépendants? Ce sont deux partis tout à fait indépendants. Mais c'est vrai qu'il y a quelques militants ELV qui viennent nous rendre visite de temps en temps. Mais ça s'arrête là. D'accord. On est, voilà, la nature, les hommes, les animaux, il y a quand même comme un lien, comme qui dirait. Donc voilà. Ok, alors mais est-ce que la double appartenance est autorisée au parti animaliste? Alors écoute, c'est une bonne question. Je crois l'avoir entendu il n'y a pas longtemps. Je crois pas. D'accord. Mais j'ai un doute. Hein. J'avoue que moi je suis plus militante que je ne connais les règles, je l'avoue. Donc. Comment? Mais un bon militant connaît les statuts par cœur. Je sais. Je sais bien. Comme je n'avais pas, moi, de double envie, de double désir, j'avoue que très égoïstement, je me suis occupée de ce qui me concernait, en tout cas, et de l'envie que j'avais envie de promouvoir au parti animaliste. Et j'avoue qu'il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à connaître quand on commence, que voilà, j'avoue, je ne sais pas tout. D'accord, alors justement, alors, comment es-tu entrée au parti animaliste? Est-ce que tu fais partie des fondatrices? Pas du tout. Alors, est-ce que tu m'autorises à raconter un petit peu brièvement mon histoire? Je t'en prie, on est là pour ça. Bon. Tu parlais d'L214 tout à l'heure, il y a 3 ans. Je tombe, alors que je ne suis ni animaliste, ni végétarienne du tout. Je mange du steak tartare, tout va bien, la vie est belle. Et voilà, je ne me pose aucune question. Un jour, mais par hasard, je tombe sur cette vidéo, moi qui ne regarde jamais de vidéo. Cette vidéo a chamboulé ma vie. Cette vidéo m'a fait renaître une seconde fois et ma vie a complètement changé derrière. C'est-à-dire que je suis devenue végane. Au moment même où j'ai regardé cette vidéo, j'ai cessé de manger de la viande et du poisson. Et puis on se renseigne de plus en plus, et puis on apprend, alors je mangeais toujours des yaourts, du lait, etc. Et là j'apprends ce qui se cache derrière ces produits-là. Et donc j'ai cessé toute alimentation animale, de porter des vêtements en cuir, en laine, etc. Et je dois dire que le parti animaliste, quand je l'ai rencontré, j'avais créé une chaîne YouTube où justement je voulais montrer ce qu'on ne montre jamais dans les grands médias, c'est-à-dire la protection animale, qu'est-ce qui se passe. On n'en parle pas, on cache, parce qu'il y a quand même pas mal de lobbies qui n'ont aucun intérêt à nous voir parler de la réalité. Donc je crée cette chaîne, et puis de bon an ballon, je rencontre des personnalités que j'interviewe, une comédienne qui me dit: connaissez-vous le parti animaliste? Ils vont se lancer dans quelques jours, ça serait bien que vous y alliez. Alors évidemment,
J'y vais sans a priori, mais sans non plus de rêve particulier. Et quand je les entends parler, quand je les vois, et lorsque je vois que l'Europe les suit, qu'ils travaillent avec des groupes déjà constitués dans d'autres pays Oui. de partis animalistes. Précisons effectivement que le parti animaliste, alors je l'ai pas dit dans l'histoire, parce qu'en plus j'aurais été incapable de prononcer le nom du parti néerlandais, Oui, mais il s'inspire grandement d'un parti équivalent qui a déjà quelques années derrière lui. Les Néerlandais étant spécialistes d'ailleurs dans les partis monothématiques, parce que je sais qu'ils ont plusieurs comme ça. Donc un parti animaliste, je n'ai pas le nom, vous verrez sur la fiche Wikipédia du parti animaliste, le nom est précisé. Tout à fait. Et donc c'est un parti néerlandais dont s'inspire le parti animaliste, donc un parti monothématique, et effectivement il y a une fédération européenne de ces partis, je ne sais pas s'il existe déjà, mais en tout cas qui est au moins actuellement en construction, quoi. Et puis ça fait très longtemps qu'ils existent, contrairement à nous, je crois qu'ils ne sont pas loin des 17 ans d'existence. Ah oui, quand même. Donc c'est assez énorme. Les ont rejoint l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, j'ai plus exactement il y a encore un ou deux pays que j'oublie certainement, qui ont aidé le parti animaliste. Donc il y a vraiment eu un travail de 2 ans pour préparer cette ouverture de ce parti animaliste. Ça n'a pas été lancé comme ça à la va-vite. Ce sont 7 personnes qui ont monté le parti animaliste, donc 4 femmes comme tu le dis et 2 hommes. Et il y a vraiment eu un très très gros travail. Et quand j'ai su et quand j'ai vu ce qu'ils proposaient et ce qu'ils portaient comme message, c'est-à-dire le message de moi, je ne me représente pas moi pour moi et pour une réussite de mon parti, je représente les animaux, je suis derrière le combat, on est derrière, et c'est les sans-voix qu'on veut mettre en avant et qu'on veut protéger, et en tout cas dont on veut qu'il y ait de meilleures lois qui soient faites, puisqu'aujourd'hui c'est quand même tout à fait pas le cas. D'accord. Alors oui, justement, j'avais une question sur comment ça se fait que ça m'a l'air d'être le seul parti en fait où il y a, je sais pas s'il y a le seul où il y a autant de femmes, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes que d'hommes, ce qui est quand même assez inédit dans les partis politiques, mais aussi dans le monde militant en général, quoi. Alors ce qui se passe, c'est que dans la protection animale, il y a de toute façon beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc quand on est dans la protection animale, eh bien tous les gens qui ont fondé le parti animaliste, qui ne sont pas connus, ils ont tous été militants. Et donc il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, ce qui fait que en politique ça se suit également. Les femmes ont peut-être un cœur différent, je ne sais pas, placé ailleurs. En tout cas... non, je plaisante parce que nous les hommes qui sont avec nous, c'est des hommes exceptionnels et formidables, et voilà. D'accord. Et tant mieux qu'il n'y ait pas l'effet monde médical où il y a beaucoup de femmes à la base et peu au sommet. Vous gardez les femmes au sommet aussi. C'est bien. Vous avez des règles de parité en interne? Alors, on doit la respecter, comme tu le disais justement. Eh bien, on a eu quelques petits soucis, puisqu'on reverse 20 000 euros par an pour justement cette... 20 000 euros, c'est sévère. Oui, c'est quand même sévère, surtout qu'on n'a pas quand même des moyens formidables. Donc 20 000 euros à donner parce qu'il y a eu beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc on a voulu cette parité, nous les femmes, eh bien... Voilà. Alors, question de Ophuin, alors que j'avais un peu relevé dans la présentation du parti. Pourquoi vous n'avez pas présenté un candidat à la présidentielle? Est-ce que c'est comme j'ai dit une stratégie ou est-ce que c'était juste... Nous n'avons pas l'ambition d'être un jour à la présidence. On est monothématique. Nous, on est là pour être des garde-fous, pour être force de proposition, pour empêcher les choses de se faire ou pour au contraire qu'elles se fassent. Voilà. Mais monothématique, même si évidemment quand on est monothématique, eh bien les animaux touchent la nature, touchent l'être humain, et qu'on est vraiment complètement imbriqués les uns avec les autres et qu'on ne peut pas nous différencier ou en tout cas nous séparer. On n'a pas vocation à porter la politique comme le font les présidents aujourd'hui, okay. Et c'est pas notre rôle. Vous n'avez même pas essayé d'avoir des signatures dans ce cas-là? Non, et en plus on est arrivé à un moment, on est arrivé 8 mois avant les élections législatives, donc il y avait déjà énormément à faire pour arriver aux 8 mois après. On était tous sur le terrain, en train de coller des affiches, en train de faire un boulot de fou. Je pense que c'est un choix qui a été payant, hein. Alors Lovia Trou nous demande oui, combien vous avez eu en fait de financement d'État? J'ai dit tout à l'heure en fait, c'est-à-dire qu'ils ont eu 90 000 et quelques. 90 ou 97 000 moins 20 000 euros. C'est ça, les 20 000 euros de pénalité parce qu'il y avait 2 tiers de candidates.
et un seul voilà, tiers de exactement, candidats exactement. hommes, alors qu'il faut être à 50, avec un petit marge, je sais plus, 5%, je crois. À partir du moment où vous avez 45% de candidats d'un sexe ou de l'autre, Oui, vous êtes dans les clous de la parité tout à pour l'État fait. français. Si vous dépassez, eh ben, vous avez des pénalités. Pénalité. Et je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 partis qui respectent bien. Alors, les dernières élections, il y avait les Verts, hein, le Front National, parce qu'ils veulent pas avoir de pénalité, et puis peut-être le PS à la fois, mais je suis même pas sûr. Peut-être que 2 partis en fait, à vérifier. Mais en même temps, sachant qu'on était un parti qui n'avait que 8 mois, il a fallu représenter, il a fallu trouver des candidats. Il y en avait 147, plus comment on appelle ça, Les mandataires les financiers. suppléants. Donc Les ça fait suppléants, oui. 147, plus 147. C'était déjà énorme comme travail. On n'était pas connus, il a fallu se faire connaître. Moi, dès que je les ai vus, j'ai dit, je veux travailler avec vous. Je veux faire avancer la cause animale. Vous tombez dans ma vie comme un soleil et comme ce que j'attendais finalement depuis... pas toujours, mais depuis longtemps en tout cas. Voilà. D'accord. Alors, il y a une question de... je l'ai perdu, ça va trop vite. Salut, j'aime le vinaigre. Tu es un peu en retard, oui, bon, ça fait quelques temps. Alors, oui, est-ce que vous avez un lien avec le trèfle? Alors, pour ceux qui ne savent pas, le trèfle, c'est un des mini-partis écolos qui existe avec... enfin, un des partis écolos petits, mais non, aucun lien. Alors, ce qu'il y a, c'est que le Parti animaliste est véritablement un parti politique. Il a les statuts d'un parti politique. D'autres groupes se montent pour les législatives ou pour d'autres élections, mais il ne se passe rien entre les deux. Oui. Ça naît à ce moment-là, puis ça meurt pas, mais en tout cas, il ne se passe rien. Ah oui, je fais une parenthèse alors parce qu'effectivement, ce à quoi fait référence Isabelle, c'est que des partis parfois se mettent ensemble pour le financement. C'est-à-dire que vous l'avez pas fait, vous vous êtes resté tout seul, Nous, hein, c'est on ça? souhaite justement rester seul parce qu'on ne veut pas caresser les gens dans le sens du poil et finalement se perdre à un moment donné parce qu'il y a toujours un retour, on te demande toujours à un moment donné de rendre l'appareil. Et nous, on reste animaux, politique animaliste et ça ne bougera pas. Voilà. D'accord. Et donc alors, et en fait, ces partis se mettent ensemble. Donc un parti A se déclare, enfin, il y a un parti A qui va en fait regrouper les financements publics si ces partis les obtiennent, et les partis B, C, D, tout le monde contribue en fait aux 50 circonscriptions, c'est-à-dire que tout le monde se déclare sur le parti A, et en fait après il y a un accord entre les partis, et en cas d'obtention de financement électoral, enfin de financement public, et bien tout le monde après retrouve son prorata. Donc mettons que le parti A représente 25% des voix obtenues, il aura 25% de financement, le parti B 30%, le parti C 14%, etc., etc. Et ça permet en fait à des partis qui seuls n'auraient jamais 1% dans 50 circonscriptions de pouvoir bénéficier du financement public grâce à un arrangement entre partis et à un ruissellement, hein, on en parlait, un ruissellement du financement politique. C'est un peu un détournement de la lettre de la loi, mais disons que l'esprit est respecté et c'est une alliance en fait entre partis. Et donc puis c'est pour ça nous, que on des est fois vous avez plein de petits transpartisans partis en ensemble. plus. On est transpartisans. On prend les gens de gauche, de droite, pour peu qu'ils aient dans le cœur et dans l'âme cette envie de défendre la protection animale. Voilà. D'accord. Que souvent je ne sais pas si ça s'appelle des associations ou des regroupements, sont plus ou moins aidés par des partis politiques plus gros, la gauche, la droite, etc. Nous, on ne veut pas de ça parce qu'aujourd'hui, voilà, tu as compris l'objet de mon message tout à l'heure déjà. J'ai bien compris. Alors, plein de questions là sur l'objet du parti en fait. Donc pourquoi être un parti et pas une association alors Ah ben le parti, parce que le parti politique, on peut proposer des lois, on peut être dans un groupe de travail politique. Quand on est une association, on n'a pas ce statut. Enfin, je crois, là tu m'arrêtes parce que je crois que tu y connais beaucoup plus que... En tant qu'association, vous auriez pu faire du lobbying, mais c'est déjà fait par L214 en fait. Exactement, et puis ils le font extrêmement bien et il fallait impérativement un parti politique parce que les associations font des choses fabuleuses et heureusement qu'elles existent, hein, sans elles, mais rien n'aurait avancé comme ça avance depuis quelques années, depuis de nombreuses années, mais particulièrement depuis 4 ans, il y a vraiment une prise de conscience du public de plus en plus et un parti politique, c'est une évidence qu'on puisse proposer, parce que si on ne propose pas, il ne se passera rien. On aura beau descendre tous les week-ends dans les rues pour manifester contre les abattoirs, contre ceci, contre cela. Nous ne sommes pas des politiques et
personne ne nous écoutera, puisque même en étant un parti animaliste, pour l'instant, personne n'écoute ce que l'on a à dire voilà, ou à proposer. En même temps, on n'a pas de poids pour l'instant, hein, et puis c'est pas le but, ça sera les européennes. D'accord, j'avais demandé les prochaines échéances, donc les européennes. Oui, tout à fait. Ok, vous voulez avoir votre propre liste en fait? Oui. D'accord. C'est en train de se faire. Ah, oh, c'est chaud bouillant. C'est un scoop Acropolis Party Time. Il y aura bien une liste aux européennes pour le parti animaliste. Tout à fait. D'accord. Alors oui, il y a plein de questions sur la différence animaux domestiques, animaux sauvages et aussi par rapport au logo. Est-ce que vous faites une différence avec les animaux domestiques, les animaux d'élevage, les animaux de compagnie? Non, justement, dans la politique et dans les propositions que l'on a faites, il y a 5 grands... On va dire 5 grandes classes, hein. Évidemment, il y a les animaux de ferme pour la nourriture, hein. C'est terrible, j'ai des mots comme ça qui me font un petit peu mal quand je les prononce. Il y a les animaux de laboratoire, les animaux qui servent au jeu, hein, la corrida, etc. Et puis il y a les animaux familiers, hein, parce que même s'ils sont familiers, ils sont extrêmement maltraités, puisqu'il y a des ventes, c'est quand même, je crois, la 3e, comment on appelle ça, le trafic d'animaux arrive en 3e position après le trafic d'armes et de drogue, donc c'est quand même énorme, et les animaux ont vraiment une très mauvaise place. Voilà, ils sont exploités à fond, à fond, à fond. Je crois que c'est sûr que j'en oublie, donc je t'ai dit les cirques, je t'ai dit les jeux, je t'ai dit... Laboratoire, domestique, je crois que tu as tout dit en fait. Tous les animaux, les poissons, ne les oublions pas, évidemment, on en parle moins parce qu'ils ont moins une tête qui nous rappelle qu'on pourrait être amis avec eux, hein, et c'est pour ça d'ailleurs que les gens les ignorent un petit peu quand on dit à quelqu'un mais tu es végétarien, tu manges donc du poisson. Un végétarien ne pousse pas sur, enfin un poisson ne pousse pas sur les arbres, et un végétarien ne mange absolument pas de poisson. Voilà. Rien, comme disait Paul McCartney, qui est 2 yeux. 2 yeux, d'accord. Donc manger les araignées alors. Oh oui, enfin, ou alors minimum 2 yeux. D'accord, très bien. Bon alors question blague de Gnou, est-ce qu'un boucher peut adhérer au parti animaliste? Il n'attendait pas de réponse. Bon, on va répondre quand même. Je peux te faire une réponse. Si ce boucher se rend compte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie de la viande et qui se sont aperçus que la façon dont les animaux sont traités particulièrement aujourd'hui, ça l'a toujours été, mais avant on ne le voyait pas. Mais en tout cas aujourd'hui ça se sait, il y a des gens qui sont retournés en arrière, qui revoient leur position par rapport à leur métier. Il y a des lanceurs d'alerte, des gens qui travaillent en abattoir et qui abattent les animaux et qui sont venus frapper aux portes d'L214 pour dire je ne peux plus supporter ça, je ne peux plus voir ça, faites quelque chose. Donc un boucher ne reste peut-être pas toujours boucher toute sa vie. C'est justement ce qu'on veut dire, c'est-à-dire que aujourd'hui les choses sont faites d'une certaine façon. Aujourd'hui on dit, il y a le poids du passé, nous avons nos traditions, nous avons... voilà, mais ça peut se changer. L'évolution c'est ça, c'est ne pas rester appesanti sur une situation qui existe depuis toujours et se dire, mais justement on évolue. On peut consommer autrement, on peut vivre autrement et on ne meurt pas de consommer autrement. Voilà. Et je parle de la consommation, mais c'est valable pour les animaux et leur fourrure, pour plein d'autres choses qui ne servent à rien, si ce n'est à soi-disant être plus beau ou avoir l'air je ne sais quoi. Voilà. Pareil d'aller voir des dauphins dans les delphinariums, voilà, d'aller voir des animaux dans des cirques, c'est tout à fait inconcevable. Voilà. Je crois que j'ai l'impression que le sujet qui avance bien, c'est effectivement les animaux sauvages en cirque et en captivité, oui. Surtout les animaux marins. J'ai l'impression que sur les zoos, les mammifères terrestres, on s'en fiche, hein. Pas qu'on s'en fiche, mais que ça prend moins. Mais par contre, les baleines, les dauphins, les otaries, j'ai l'impression que les gens sont plus prêts à boycotter ça. Ils sont prêts à boycotter beaucoup de choses en réalité, mais c'est vrai que ce qui avance là politiquement et que les maires refusent dans leurs communes de plus en plus, ce sont les cirques. Tout à fait. Alors je dirais, pourquoi? Parce que finalement, c'est pas un lobby le cirque, il rapporte rien à l'État. Enfin c'est horrible ce que je vais dire, hein. Là, moi je me dis, ces gens-là ont toujours vécu du cirque. Ils ont vécu de génération en génération avec des animaux, donc je ne leur jette pas la pierre du tout. Franchement, hein, je suis pas là. Il y a des gens qui vont dire les circassiens sont des terribles assassins, etc. Il faut se mettre à la place des gens. Moi, je mangeais de la viande et puis je n'en mange plus.
je n'ai donc pas un jugement hâtif ou atroce sur les gens qui mangent de la viande. Je me dis qu'on a tous un chemin à faire. Ce qui me navre, c'est que les circassiens n'aient pas changé leur façon de faire pour justement continuer à vivre de leur métier aujourd'hui. Ils ont dit ça sera les animaux et ça sera pas sans les animaux. Alors que nous avons André-Joseph Bouglione qui a arrêté le cirque avec animaux et qui maintenant veut faire un cirque 100% humain. Voilà. Il y avait le cirque plume aussi. Voilà, le cirque plume, il y en a d'autres. Hein, donc les choses sont... On peut changer les choses, rien n'est figé. Il n'y a que la bêtise qui est figée, à mon avis. Bon, alors, plein de questions là, ça va vite. Oh là là vite. là là. Mais bon, on ne pourra pas tous les prendre. Hein, alors, oui, alors il y a... Je ne sais pas qui a posé la question, donc pardon. Mais j'ai vu passer 2 ou 3 fois une référence au boucher agressé par des militants véganes. Est-ce que le militantisme vegan est raccord avec le parti animaliste? Est-ce que c'est parmi les choses que vous défendez et surtout, est-ce que vous... Enfin, ou toi en tout cas, parce que j'ai pas trop Alors de moi, parler pour le moi parti. je suis végane. Mais au parti animaliste, il n'y a pas que des véganes. D'accord, déjà, une Mais chose. ça c'est Première important partie de la le dire, réponse. parce qu'on est tous avec des choses différentes, un vécu différent, et chacun est le bienvenu. Il y a des gens qui défendent plus une catégorie d'animaux qu'une autre. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. Et puis il y a des gens qui ne mangent pas ceci, puis d'autres qui ne mangent pas cela. Mais peu importe, ce dont on a besoin, c'est de forces vraiment humaines pour faire avancer cette cause. Et c'est tout ce qui m'importe, en tout cas moi. Après, moi j'ai mes convictions. Je ne suis pas pour le fait qu'on aille agresser des gens, mais enfin en même temps, les gens n'ont pas été agressés physiquement. Il y a des tags. Enfin... Si tu veux, je trouve que ça atteint des proportions. Un tag, on en a vu partout, fait par d'autres gens, pour d'autres causes. Ça n'a jamais fait un tollé général. Des pierres jetées dans un magasin, je sais que c'est pas bien du tout. Et je le concède et je ne leur dis pas que c'est bien ce qu'ils ont fait. Mais à un moment donné, quand vous voyez la mort constamment et que l'État n'a rien fait, puisqu'on a eu l'État généraux de l'alimentation il y a très peu de temps, qu'on nous a bassinés en nous disant faites des propositions, proposez des choses sur Internet. Ils avaient fait une com d'enfer pour qu'on puisse donner nos idées, etc. Nos idées sont où? Nous faire croire que le peuple allait changer quelque chose. Le peuple n'a pas changé. Les hommes politiques ont voté. J'ai quand même envie de le dire, si tu m'autorises à le dire. Il y a eu donc l'État généraux de l'alimentation. Il y a eu des amendements qui ont... Ah oui, c'est tout ce qui a été rejeté. C'est tout pour ce les qui a États été généraux, rejeté d'accord. pour le bien-être animal, en sachant que un responsable de la condition animale de l'Assemblée nationale a voté aussi contre le bien-être animal, alors qu'il s'en occupe à l'Assemblée nationale. J'ai envie de vous le dire quand même, parce que les gens ne sont pas toujours au fait de ce qui se passe. Si on ne s'occupe pas forcément des animaux, on n'est pas forcément au courant. Là, on a l'opportunité de parler peut-être à des gens qui ne nous suivent pas, ou qui ne suivent pas la condition animale, et en tout cas ce qui se passe. Mais il faut savoir quand même que la majorité des députés a voté pour que continue l'élevage des poules pondeuses en cage. Quand vous voyez des vidéos, je vous assure que là, vous ne rigolez plus du tout. On dit, oh, la petite poupoule, mais non, 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 arrêtez tout, enfin, arrêtez de, enfin, ça fait sourire Alors comme ça. Le coup, mais... justement, les poules, enfin, ça fait partie des choses qui, sur le long terme, sont gagnées, puisque même des gros acteurs comme McDonald's vont arrêter l'élevage en Tout cage. à fait, heureusement, les associations et d'autres Et Franprix vont aussi, je crois. voir les entreprises. Casino, je sais plus. Enfin, Il y a d'autres, il il y en a pas mal, et tant mieux. Mais bon, ça va prendre du temps, hein, c'est pas avant Forcément. 2025, ou j'ai plus les dates en tête. Donc ça a été quand même rejeté. Les lapins en cage également, on peut continuer. L'utilisation de sexage innovo. Alors, je t'explique très brièvement ce que c'est. Je crois savoir ce que Tu as c'est. une machine, oui, tu sais. Je sais ce que c'est. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sauraient pas, peut-être? Est-ce que je leur dis vite fait? Bien fait. Sylvain ne sait Vous pas. savez, vous ne disons-le. savez pas, je peux le dire. Donc, ça serait une machine qui permettrait de voir dans l'œuf si nous avons des mâles poulets ou des femelles poules, parce que lorsque ces animaux naissent, eh bien les mâles sont envoyés directement dans des sacs en plastique, on peut le dire, et on ne garde que les poules femelles, et en attendant les mâles sont tués, étouffés, écrasés, enfin tout ce Broyés qu'on peut aussi. imaginer, broyés dans l'horreur. Et donc ça, on nous dit, bah non, il n'y a pas besoin d'une machine pour essayer de savoir quel est le sexe. Continuons tendrement à faire ce que l'on fait. Et puis on n'a pas, on autorise toujours eh bien le transport
transport d'animaux, il n'y a pas d'horaire, on peut continuer à rouler des milliers de kilomètres avec des animaux qui crèvent de chaud, qui sont serrés les uns sur les autres, qui n'ont pas d'eau pour boire, et ça, on dit ok, pas de souci. Également, l'interdiction des fermes-usines, on continue, les fermes des 1000 poulets, des 1000 cochons, des 1000 vaches, qui ne voient pas le sol, qui ne voient pas la lumière du jour, qui sont... Enfin, c'est immondesque. Pour le coup, c'est un combat d'ailleurs commun avec les écolos politiques, puisque la ferme des vaches, par exemple, suscité une opposition assez constante d'élus locaux, des écolos de la région. Heureusement qu'on n'est pas tout seul, heureusement. Ouh là là. Alors j'ai des questions, effectivement j'avais oublié, mais il y a... Et le contrôle des vidéos, et j'en finis. Et le contrôle des vidéos, vas-y. Le contrôle des vidéos a été refusé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu donc L214 qui a sorti des vidéos qui montraient bien des porcs qui sont d'abord gazés, très mal gazés. Il y a plusieurs secondes avant qu'ils meurent, et donc ils suffoquent, ils crient, c'est vraiment atroce. Et d'autre part, eh bien, des gens, des employés qui frappent les animaux avant de mourir. Donc, enfin voilà, bref. Et Monsieur Falorni, un député, avait proposé, pas sénateur, j'ai un doute. Il est député. Il est député. De Charente-Maritime, voilà, Rochelle. A proposé eh bien qu'on mette des caméras dans tous les abattoirs français. Eh bien, ça a été refusé. Ça a été refusé. Par contre, on a dit, par contre, les abattoirs qui souhaitent en avoir, mais il n'y a pas de problème, comme si le gars allait se mettre une balle dans le pied. Enfin, surtout qu'il y a déjà un abattoir qui avait fait l'expérience, qui s'appelle Guy Aran, et qui avait mis des caméras, et des vidéos ont été tournées, et on a vu quand même que les gens maltraitaient les animaux dans cet abattoir. Ils n'avaient pas regardé leur bande. Donc finalement tout ça, si on n'a pas des gens de l'extérieur pour venir voir les images, je ne sais pas à quoi ça sert, honnêtement. Bon. Alors le temps passe, oui. et alors donc précisons qu'on parlait bien du contrôle vidéo des abattoirs, hein, et pas juste du contrôle des vidéos. Hein. Oui, pardon, contrôle des vidéos dans les abattoirs, excusez-moi. Et donc Nibal01 nous demande si on ne pose pas, ce que propose le Parti animaliste pour conseiller les agriculteurs avec le bien-être animal, donc que ce soit pas une opposition frontale. Mais ça n'est pas du tout une opposition. Là, si vous voulez, je vous énonce des faits, des choses qui se font aujourd'hui. Le Parti animaliste souhaite améliorer tout ça. On souhaite que l'alimentation baisse de 25% en termes de viande, mais on n'a pas dit que c'était la fin de la consommation d'animaux, parce que les Français ne seront de toute façon pas capables de l'entendre aujourd'hui. On ne change pas les habitudes du passé qui datent de siècles et de siècles en quelques claquements de doigts, il faut bien le comprendre. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à ce qu'on arrive peut-être un jour à ne plus manger d'animaux? Eh bien on essaye de faire tout ce qu'il faut pour qu'ils soient le mieux traité possible, et qu'il y ait un respect de la vie, un respect des animaux, sachant quand même que quand on traite bien les animaux, en général, on traite bien aussi les humains, ce qui est quand même là également pas le cas quand on voit les cadences dans les abattoirs, par exemple, pour ne prendre que ça. Alors Camille nous demande en fait si vous êtes un cyberparti comme le Parti Pirate, ou si vous avez des permanences locales partout en France. Alors oui, on a des correspondants partout en France. D'ailleurs, je suis une correspondante toujours du Val-de-Marne. J'aime beaucoup ce département. Le 94. Le 94. Et nous en avons, je dirais, une vingtaine maintenant sur toute la France. Ils sont sur le site. Qui sont sur le site, exactement. Je tiens pas à jour parce que c'est vrai que tous les jours il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, et ça c'est formidable. Et donc ça veut dire que dans chaque ville on met nos petites tables et nos chaises, et puis on discute avec les gens, on leur donne des tracts, et puis on est aussi sur le terrain. De temps en temps on nous appelle, il y a des associations qui disent venez voir ce qui se passe, et nous on vient constater les choses. Donc voilà, il y a du terrain, et puis il y a aussi des rencontres avec les gens qui rencontrent des problématiques particulières. D'accord. Voilà. Bon, alors il nous reste du temps pour 2 dernières questions, et c'est tout. Je suis désolé pour les questions que j'aurais pas pu prendre dans le chat. Désolé. Alors, est-ce que tu as vu le documentaire Boucherie éthique du collectif Les Parasites, et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis désolée, je vois tellement de choses. Tu ne l'as pas vu, bah, tant pis. Moi non plus d'ailleurs. Je ne l'ai pas vu. Mais alors du coup, je vais le noter tout de suite après l'émission, et puis je regarderai. D'accord. Alors, on me dit en régie que on te le conseille sincèrement. Hein, ça parle de souffrance Merci, animale, Régis. justement. Merci. Et alors, dernière question, merci Tavman. Donc oui, est-ce que, en fait, justement, on parlait des femmes en surnombre. Pardon, pas en surnombre. Bon. Oh là 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 c'est pas ce que je voulais dire, mais
voilà. Des femmes qui sont très actives. Oui, et qui oui, sont non, non, vraiment je parlais tellement bien, actives. je parlais bien de chiffres, hein, du fait qu'il y ait plus de femmes en fait qui militent au parti animaliste et donc plus qui sont candidates, et c'est tout à fait logique. Est-ce que justement est-ce que vous êtes sensible à ça? Est-ce que vous n'avez pas, donc c'est Tavman qui nous demande si vous n'avez pas peur que ça reste à cause de ce trop plein de femmes, pardonnez-moi l'expression, mais justement qu'on se dise bon, c'est les animaux, ça reste une affaire de nana quoi. Ah ouais, le truc bien sexiste. Bien sexiste, tout à fait, oui, 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 absolument. Bien Mais vous savez qu'il y a des aussi, études bien d'ailleurs qui montrent spéciste. que il y a des hommes qui refusent de faire des gestes écolos parce que ça fait femmelette quoi, donc y compris le tri. Hein, donc. Alors, bah, écoute, enfin, je pense qu'on peut dire rien n'est femmelette dans ce combat. Lorsqu'on sait la misère qui règne, je vous assure que c'est pas des petites chiffres molles qui peuvent s'occuper de ça. Et je vous dis pourquoi, parce que c'est vrai que ça joue sur le moral énormément. C'est-à-dire que quand on est sensibilisé à la cause animale, on ne cesse de voir du matin au soir des horreurs. Alors qu'avant, quand je n'étais pas végane et que je n'étais pas éveillée, je ne voyais rien. Voilà. Donc on a une facilité à nous voiler, à faire des ellipses. D'une vache dans la... Je parle toujours des vaches, hein, je ne suis pas forcément uniquement sur les animaux de ferme, c'est tous les animaux, mais je veux dire c'est le même combat dans tous les autres. La tauromachie par exemple, hein, c'est un truc terriblement atroce, qu'on continue alors qu'ils vivent de subventions, qu'il y a de moins en moins de monde qui va, qu'il y a 80% des Français qui disent qu'ils veulent qu'on arrête la corrida et qu'on nous mette sur le côté, c'est, je sais pas, des traditions, mais en plus c'est même pas une tradition de France, donc arrêtons, enfin voilà, et voilà. Et voilà. Et on va s'arrêter là d'ailleurs, puisqu'il est Déjà l'heure. Et Ah. avant qu'on se dise au revoir, je précise au chat, j'ai vu des réactions outrées sur les termes sexistes qu'on a employés. Ce ne sont pas les nôtres, je pense qu'on peut le dire. Mais en Ce plus sont c'est les bien tiens. déjà, c'est les miens, en plus, effectivement. C'est pas les miens, je parlais bien du regard porté sur certaines actions. Et il y a effectivement des études qui montrent que des hommes refusent de faire des actes écolos car ils considèrent que c'est une atteinte à leur virilité. Ils ne sont pas des vrais hommes parce qu'ils se mettraient, je sais pas moi, à manger bio, à manger végétarien ou à faire attention à leurs déchets. Au contraire. Alors je Alors dirais après, je que ce sais pas sont si c'est des au hommes qui ont contraire une ou pas, mais- réflexion et qui en ont là-dedans. Alors est-ce que c'est important d'en avoir ailleurs que là-dedans? Je ne suis pas sûr. Je sais pas. Excuse-moi. Moi, Voilà. moi, je ne me sens pas en tout cas pris ma virilité quand je trie mes déchets, mais ça peut-être que certains hommes sont dans ce La cas-là. planète, on y tient vraiment très fortement et d'autant plus pour nous et puis pour nos enfants. Voilà, c'est important, je crois. Voilà, et ben on va pouvoir s'arrêter là sur cette réflexion. Merci de m'avoir Isabelle, accueilli. Merci c'était beaucoup. super intéressant. Merci à vous, merci à vos questions, merci à votre bienveillance, même si parfois vous me secouez un peu et vous secouez la régie aussi, mais elle le mérite, elle par contre. Ce soir, vous avez Libre Antenne avec Jean. Ici même, enfin sur Acropolis. Demain, il y a une émission spéciale, mais j'imagine que Jean parlera dans sa libre antenne. Mais c'est une séance au Conseil régional du Centre Val-de-Loire avec les jeunes du Conseil régional des jeunes et les élus du Centre Val-de-Loire. C'est à 13h30, toujours sur Acropolis, avec un direct depuis le Conseil régional et donc Acropolis. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mais pas jeudi, attention, je vous retrouve mercredi à la même heure, 14h30, mercredi. Et notre invité sera un militant de la République En Marche. Oui, je peux l'annoncer une semaine à l'avance, c'est génial. Donc je vous retrouve ici, même heure, mais mercredi, n'oubliez pas. Et donc l'argent pleut. Je vous dis à la semaine Écoutez, prochaine. nous en avons besoin au Parti Animaliste. Merci infiniment. Envoyez Et vos on sioux. vous attend. Salut, Au bonne revoir à semaine. tous.